Bien, bonjour les secondes. Aujourd'hui, je vais commencer ce cours par un hommage rapide à ce personnage que vous avez en photo aujourd'hui et qui vous a accueilli par son très célèbre au revoir, le discours qu'il a prononcé en 1981 à la suite de sa défaite aux élections présidentielles. Ce personnage, chez le président Giscard d'Estaing, Valérie de son prénom, qui est décédée donc hier soir, le 2 décembre, de la Covid-19, à l'âge de 94 ans. Donc rapidement, c'était le troisième président de la Ve République, après le général de Gaulle et Georges Pompidou. Il avait été élu de 1974 à 1981. C'était à l'époque le plus jeune président de la République, un record qui a depuis été battu par Emmanuel Macron. Et c'est le dernier président français à avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment les 6 derniers mois. Il s'est battu en Allemagne, donc fait assez rare pour être souligné. Il a connu la guerre, donc il savait ce que c'était et il savait aussi qu'il fallait tout faire pour l'éviter. Et ce président, qui n'a pas été réélu, a laissé quand même la trace d'un personnage qui a cherché à moderniser la société française. C'est notamment sous sa présidence qu'en 1975 a été votée la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, ou loi Simone Veil, permettant donc aux femmes de supprimer les grossesses non désirées ou contraintes, par exemple suite à des viols, mais aussi pour toutes les raisons personnelles qui peuvent pousser une jeune femme à ne pas vouloir être mère. C'est également sous ce président qu'a été instauré le divorce par consentement mutuel, donc la possibilité pour les deux époux de se séparer, non pas uniquement par faute grave, simplement parce qu'ils ne s'entendent plus. C'est également sous ce président que, par exemple, les femmes ont obtenu la possibilité d'ouvrir un compte en banque sans avoir à demander l'autorisation à leur mari. C'est également sous ce président que vous avez obtenu la possibilité de devenir majeur à 18 ans, alors qu'avant c'était 21 ans. Et ce président était aussi reconnu comme un Européen convaincu. Bon, bien sûr, comme tout président, il est voué à être canonisé presque après sa mort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on lui trouve toutes les qualités possibles et imaginables, mais il ne faut pas oublier que s'il n'a pas été réélu, c'est que la fin de son mandat n'a pas été très positive. La France a commencé à s'enfoncer dans la crise économique. Il a eu quelques affaires célèbres qui ont noirci son mandat, notamment l'affaire des diamants de Bokassa. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner. Et donc, il a été battu en 1981 par le président François Mitterrand. Voilà pour ce qui est de ce petit hommage à ce président, hommage qu'on aurait sans doute fait en classe dans tous les cas. Bon, après ce cours intermède, nous allons revenir à notre cours proprement dit. Nous sommes toujours dans le grand 1, le basculement de la Méditerranée vers l'Atlantique, avec la rencontre entre deux mondes, et plus particulièrement dans le grand 1, une volonté d'expansion européenne rendue possible par un contexte favorable. Donc, on avait vu que, entre autres, le contexte qui avait entraîné le mouvement vers l'Atlantique des Européens, c'était le fait que les Ottomans avaient pris Constantinople et que dorénavant, la route de la soie et de la route des épices vers l'Est et vers l'Asie était coupée, était aux mains des musulmans. Et du coup, les princes chrétiens des royaumes chrétiens d'Occident vont tenter de trouver une autre route, donc une route vers l'Ouest, une route vers l'Atlantique pour accéder aux Indes, accéder à l'Asie et accéder à ces richesses, dont les épices. Alors, je vous avais laissé un petit travail à faire sur le goût et l'esprit de la découverte à l'aide d'une vidéo. Et vous aviez 5 questions auxquelles vous deviez répondre. La première, c'était quels voyageurs sont partis avant Christophe Colomb à la découverte des Indes? Donc, vous m'avez relevé, pour ceux qui m'ont rendu leur réponse, ce sont des moines et des marchands. Donc, les moines, ils étaient partis pour essayer de convertir des gens au christianisme. Et les marchands, eh bien, pour faire du commerce. Alors, entre autres, on avait eu le grand marchand vénitien Marco Polo, qui était allé jusqu'en Chine au XIIIe siècle. Euh, la deuxième question, on vous demande d'où Christophe Colomb est-il originaire? Donc, il est originaire d'Italie. C'est un marchand génois, donc il vient de la ville de Gênes, pardon, pas un marchand génois, un marin génois. Et Gênes en Italie est une ville portuaire dont nous avions déjà parlé dans les grandes villes commerçantes de la Méditerranée. On avait cité Gênes et Venise. Donc il est issu de Gênes. On pense toujours c'est un Espagnol parce qu'il a été engagé par la couronne espagnole, mais c'était un Italien. Donc où part-il en 1477? Il part à Lisbonne, il part au Portugal.
Alors pourquoi il part dans cette ville? Eh bien parce qu'il est attiré par la politique de découverte qui a été mise en œuvre par le roi Henri II, surnommé Henri II le Navigateur, donc le roi du Portugal, qui, ce roi, soucieux de trouver des richesses pour son royaume, soucieux de diffuser la religion chrétienne et soucieux de faire de nouvelles conquêtes, il s'entoure de cartographes, de savants, de marins, et parmi ces cartographes, il avait fait déjà appel aux frères de Christophe Colomb. Et il va notamment financer des expéditions le long des côtes africaines, expéditions sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Donc, quelles raisons ont motivé les voyages de découverte, hein? Eh bien, c'était surtout une raison économique, hein. C'était notamment chercher des richesses et notamment de l'or. Et puis, c'était aussi prendre les musulmans à revers, ce dont je vous ai parlé précédemment. Donc, outre ces raisons, d'autres éléments ont pu contribuer à cette politique d'exploration, hein. C'était le perfectionnement des savoirs et des techniques, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, mais aussi la meilleure maîtrise de la géographie, hein, de la navigation. Donc, il y a eu également des progrès cartographiques, technologiques qui vont permettre d'améliorer la navigation, mais encore une fois, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et donc les princes européens cherchent à développer leur commerce, à s'enrichir, mais aussi à convertir au christianisme. C'est notamment l'un des buts du voyage de Christophe Colomb, hein, d'après son journal de bord qui nous a laissé, journal de bord qui date de 1492. Et rappelez-vous l'image de Amerigo Vespucci près d'un siècle plus tard, quand il prend contact avec les indigènes, on le voit qui tient dans sa main un long bâton surmonté d'une croix chrétienne, un peu comme s'il plantait ce bâton avec la croix chrétienne sur ce nouveau territoire, le faisant ainsi rentrer dans la chrétienté. Donc on était toujours dans cette politique de diffusion de la religion, hein, qui faisait suite à la Reconquista ou un peu plus tôt aux croisades. Donc le Portugal, on vient de le voir avec Henri II le Navigateur, c'est le premier pays à avoir investi dans ses voyages. Puis vont suivre d'autres pays, hein, notamment l'Espagne, puis un petit peu plus tard la Hollande et la France. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que dès la fin du XVe siècle, les enjeux des découvertes vont apparaître, hein, alors, ce sont les Portugais qui vont d'abord dominer le processus d'exploration, comme on vient de le dire. Et puis, les rois portugais, joints rapidement par les rois espagnols, vont comprendre que les territoires découverts peuvent être conquis. Alors, des bulles, c'est-à-dire des textes pontificaux, donc signés par le pape, et des traités sont conclus pour partager les terres entre les Espagnols et les Portugais. Alors, lorsque vous observez cette carte qui est présente dans le diaporama, vous pouvez vous rendre compte que on peut parler d'un véritable partage du monde entre l'Empire espagnol et l'Empire portugais, hein, puisque vous voyez les territoires qui vont être découverts sont soit attribués aux Portugais, soit attribués aux Espagnols. Alors les territoires qui sont attribués aux Portugais, vous avez vu, hein, c'est les territoires qui sont en vert, hein, et qui sont compris entre ces deux lignes. Et les territoires qui sont attribués aux Espagnols sont les territoires qui sont en jaune, qui sont à l'extérieur de ces deux lignes, lignes imaginaires évidemment sur lesquelles on va revenir très rapidement. Donc ce que l'on peut noter en tout cas, c'est que entre ces deux empires, la compétition est rude, hein, entre les deux royaumes d'Espagne et les deux royaumes du Portugal. Ils vont fonder tous les deux des empires et ils vont se faire concurrence pour obtenir le plus de territoire. Donc comme la compétition est rude entre ces deux empires, il faut demander un arbitrage. Et cet arbitrage, il va être obtenu auprès du souverain qui domine, entre guillemets, ces deux rois, le roi d'Espagne et le roi du Portugal. Et ce souverain, c'est le pape, puisque ce sont tous les deux des royaumes chrétiens, et vous savez que le pape est le chef des chrétiens, et le pape est à la fois un chef spirituel, mais c'est aussi un chef temporel. Il a des territoires, et son autorité, en tout cas, est reconnue par tous. Donc le pape, il va s'exprimer via des bulles, donc des textes pontificaux, hein, et donc par exemple en 1481, il va y avoir une bulle papale qui s'appelle Aeterni Regis, ou Régis, et cette bulle va attribuer aux Portugais toutes les terres découvertes au sud des Canaries. Donc, vous voyez, les Canaries sont ici. Vous pouvez imaginer qu'il y a
une ligne imaginaire qui est tracée ici, et toutes les terres au sud des Canaries vont être attribuées aux Portugais. Donc à ce moment-là, c'est un peu logique, les Portugais, via l'impulsion de leur roi Henri II le Navigateur, dominent les explorations et en plus, ils étendent le christianisme. Donc comme ils œuvrent à la christianisation des territoires découverts, eh bien le pape va leur attribuer les territoires qui sont découverts. C'est une forme de comment dire, d'officialisation, des conquêtes portugaises. Cependant, bien, les Espagnols qui vont prendre la suite des Portugais dans les explorations, eh bien, ils vont contester ce partage parce que eux aussi ils vont se mettre à découvrir de nouveaux territoires. Et ils vont profiter, les Espagnols, de la nomination d'un nouveau pape qui s'appelle Alexandre VI et qui est un pape originaire d'Espagne et notamment de la région de Valence. Et donc, ils vont obtenir la signature d'un nouveau traité en 1494 qui va être placé sous l'autorité du pape, qui va être le traité de Tordesillas. Donc, Tordesillas, c'est une ville espagnole. Et vous le voyez, les conséquences de ce traité de Tordesillas, c'est que va être instaurée une nouvelle ligne de partage. Donc ce n'est plus le sud des Canaries avec notamment les côtes africaines, parce que entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé entre 1480, entre la bulle Aeterni Regis en 1480 et le traité de Tordesillas en 1494? Eh bien, il y a eu la découverte de ce nouveau continent qui est l'Amérique en 1492. Donc, il va y avoir en 1494 ce nouveau traité de Tordesillas, et les Espagnols vont obtenir tous les territoires qui se situent à l'ouest de cette ligne, donc notamment tout le continent américain, sauf un petit bout de territoire qui est à l'est de cette ligne, qui est le Brésil. C'est pour ça que le Brésil, aujourd'hui, est la seule colonie d'Amérique du Sud où l'on parle portugais. Tout le reste des territoires, on parle espagnol, hormis la Guyane où on parle français, le Suriname où on parle hollandais, et le Guyana où on parle l'anglais. Également, puisque c'est une ligne imaginaire hein, qui tranche en quelque sorte le globe en deux, il faut imaginer que vous prenez une orange et que vous la coupez en deux. Cette ligne se prolonge également de l'autre côté, si je puis dire, du globe. Et donc tous les territoires qui sont ici à l'ouest de cette, à l'est pardon, de cette ligne dans le Pacifique appartiennent également aux Espagnols. Donc en quelque sorte, c'est vraiment un partage du monde en deux. Donc, c'est un partage du monde qui est connu, mais aussi du monde qui reste à découvrir. Et un petit peu plus tard, eh bien, il y aura une seconde ligne qui sera tracée, celle du traité de Saragosse en 1529, donc elle n'est pas présente sur cette carte, mais c'est une nouvelle ligne de démarcation qui aura lieu dans le Pacifique, avec notamment une enclave espagnole, les Philippines. Donc une enclave, c'est un territoire qui est situé au sein d'un territoire appartenant à une autre puissance. Donc ici les Philippines, on parle d'enclave espagnole parce qu'elles sont situées dans les territoires qui normalement devraient revenir aux Portugais. Donc le traité de Saragosse de 1529, il a été conclu suite à des tensions entre les Espagnols et les Portugais concernant l'appropriation des Moluques. Donc les Moluques, c'est un archipel très riche comportant des épices, hein, proche de l'Indonésie. Et ce territoire, normalement, a été découvert par les Portugais, mais il est dans la zone, vous les avez ici, pardon, les Moluques, mais il est dans la zone des Espagnols. De ce fait, une négociation va aboutir au versement à l'Espagne par le Portugal de 350 000 ducats, Charles Quint ayant besoin de fonds pour soutenir et financer la guerre contre la France. Alors cette ligne de Tordesillas, vous la retrouvez sur cette carte, pardon, celle-ci. C'est la ligne qui est dessinée ici par des pointillés hein, sur ce planisphère de Domingos Teixeira qui date de 1573, donc près de 80 ans après la découverte des Amériques. Et donc on voit bien hein, cette ligne qui est symbolisée entre le monde qui doit revenir aux Portugais et le monde qui doit revenir aux Espagnols. Alors bien évidemment, hein, c'est une ligne imaginaire et cette ligne sera contestée ensuite par les puissances qui se lanceront à la suite de la découverte des Portugais et des Espagnols, à savoir les Hollandais, les Français puis les Anglais.